Parlons de la CAN justement. Bonjour Myriam. La CAN avec le renforcement du dispositif de sécurité en vue du démarrage de la compétition. J-2, Rachid, dois-je le rappeler, nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la CAN. Ça sera ce dimanche, c'est donc la dernière ligne droite. Et derrière l'effervescence sportive, un enjeu central, garantir que la compétition reste un moment de joie et de fierté africaine. Et pour cela, la sécurité est devenue un pilier stratégique. Le 360 détaille l'ampleur du dispositif déployé par la Direction générale de la Sûreté nationale. Cet événement n'est pas pensé comme un simple moment sportif, mais comme un rendez-vous continental à haut niveau de risque et d'exposition. Résultat, une stratégie qui repose sur plusieurs niveaux: anticipation des risques, contrôle des flux, sécurisation des infrastructures. Et en parlant d'infrastructures, la sécurité en devient une à part entière, au même titre que les routes ou encore les équipements sportifs. Et Express apporte la dimension chiffrée de cet effort: 3 387 policiers supplémentaires, 6 000 caméras de surveillance ou encore 16 brigades de drones. Ces chiffres ne disent pas seulement l'ampleur du dispositif, ils illustrent un choix politique clair, celui d'un État qui investit dans la sécurité comme condition de confiance pour les supporters, les délégations et surtout les visiteurs venus de tout le continent. Et cette CAN dépasse aussi les frontières marocaines. Le brief révèle une innovation majeure: l'inauguration à Salé du premier centre africain de coopération policière, réunissant les officiers de liaison des 23 autres pays qualifiés. L'objectif est inédit à l'échelle continentale: partager l'information en temps réel, coordonner les déplacements des supporters, anticiper les risques, y compris numériques. La sécurité devient ainsi un effort collectif africain et non plus une responsabilité isolée du pays hôte. Et le matin nous invite à voir un peu plus large. Pour les experts de la géopolitique du sport, la CAN est un moment stratégique où le Maroc joue son positionnement régional. La sécurité n'est pas un enjeu technique uniquement, elle conditionne la confiance des investisseurs, la crédibilité diplomatique et l'adhésion populaire. Le tout dans un continent, on le sait, confronté à des défis sécuritaires multiples. Organiser une CAN fluide, sûre et inclusive devient un signal fort, celui d'un pays capable de conjuguer stabilité, ouverture et coopération. Et comme l'a résumé Fouzé Rja dans l'article, devant les ambassadeurs africains, la CAN n'est pas une fin, c'est un levier d'influence positive au service du Maroc et de l'Afrique. À propos d'Afrique, la liberté de circulation est menacée sur le continent. Oui, et si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, sur papier, c'est une région qui reste la plus avancée du continent en termes de liberté de circulation. Mais dans les faits, cette liberté est aujourd'hui fragilisée, parfois contournée, parfois remise en cause. Et The Conversation, dans une longue analyse, rappelle que la CEDEAO permet depuis plus de 40 ans de circuler sans visa entre États membres. Pourtant, sur le terrain, les contrôles restent nombreux, les tracasseries fréquentes et les règles inégalement appliquées. La suppression du séjour limité à 90 jours est souvent ignorée. Le départ, on le sait, du Mali, du Burkina Faso et du Niger a encore affaibli ce cadre, désormais fondé davantage sur des équilibres politiques que sur une réelle sécurité juridique. Et à cette réalité s'ajoute un autre phénomène mis en lumière par The East African. Même lorsque les visas disparaissent, d'autres obstacles prennent le relais. C'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, qui sont des contraintes supplémentaires comme des autorisations électroniques à obtenir avant le départ, des frais supplémentaires à l'arrivée ou encore des certificats sanitaires obligatoires. Autant de procédures qui donnent l'impression d'une ouverture tout en rendant le déplacement plus long, plus cher et parfois dissuasif. Et cette tension se lit aussi dans les chiffres du Visa Openness Index 2025, publié par l'Union africaine et la BAD et analysé par les Échos. À l'échelle du continent, seuls 28% des déplacements intra-africains se font sans visa. Et une étude qui rappelle encore une fois que la CEDEAO reste la région la plus ouverte et à l'inverse, l'Afrique du Nord a les frontières les plus rigides. Et le Maroc est classé par exemple 44e sur 54, ce qui illustre cette ouverture limitée. Et donc si certains accords bilatéraux existent, notamment avec les pays d'Afrique de l'Ouest, la politique reste largement fondée sur le visa préalable, une ouverture limitée, car même lorsque le visa est facilité, évidemment, ces barrières continuent à s'appliquer. Bref, des dispositifs qui sécurisent les frontières, mais allongent et complexifient les
parcours. Et à l'inverse, quelques pays font figure d'exception. Le Rwanda, qui selon The New Times, maintient une politique totalement sans visa pour l'ensemble des ressortissants africains. Une ouverture assumée, pensée comme un levier économique, touristique et d'intégration régionale. Le Rwanda, comme la Gambie ou le Kenya, montre qu'il est possible de gérer les risques sans fermer les frontières. Au final, la question n'est plus seulement de savoir si l'Afrique ouvre ou ferme ses frontières, elle est de savoir si la libre circulation est pensée comme un droit réel ou comme une simple idée dont l'application demeure affaiblie par des politiques d'État encore farouches à une ouverture totale. La médecine traditionnelle réhabilitée par l'OMS. Longtemps, on le sait, elle a été opposée à la médecine scientifique. Cette médecine traditionnelle revient aujourd'hui au cœur du débat mondial et à New Delhi, l'OMS ouvre son 2e sommet consacré à ces pratiques avec comme objectif de ne plus l'opposer avec la science, mais de l'intégrer de manière encadrée au système de santé moderne. Et le journal de Montréal rapporte que l'OMS mise désormais sur les nouvelles technologies, notamment l'IA, pour analyser l'efficacité de certains remèdes traditionnels. Et ce virage s'explique aussi par une réalité. Selon l'OMS, entre 40 et 90% de la population, dont près de 90% des pays membres, ont recours à la médecine traditionnelle. Et donc pour une partie de l'humanité, elle reste parfois la seule offre de soins accessible. Pourtant, moins de 1% du financement mondial de la recherche en santé lui est consacré. Et la Croix remet ces chiffres en perspective. L'OMS recense environ 400 pratiques dites traditionnelles ou alternatives utilisées dans plus de 170 pays. Et le secteur représente aujourd'hui plus de 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial. Mais seules 3 pratiques sont reconnues par les ordres des médecins, l'acupuncture, l'homéopathie et l'ostéopathie, et uniquement lorsqu'elles sont exercées par des professionnels formés. Mais la presse en Tunisie alerte aussi sur les dérives graves de certains soins traditionnels non encadrés, notamment chez les nourrissons. Scarification, plantes parfois toxiques, pratiques non stérilisées. Ces méthodes ont provoqué des infections sévères, des handicaps irréversibles et parfois des décès. Un rappel des limites de savoir-faire, même ancestraux. Et pour conclure, comme le rappelle le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, la médecine traditionnelle n'appartient pas au passé, mais elle doit être fondée sur des preuves, intégrée de manière équitable et surtout encadrée. C'est bien de s'ouvrir. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 décembre 2025. Quel autre 19 décembre avez-vous choisi dans l'histoire ? Là, j'en ai choisi plusieurs, mais qui s'inscrivent uniquement dans l'histoire du Soudan. On commence par le premier, le 19 décembre 1955, qui est le jour de l'indépendance du pays. Le Soudan renaît avec une promesse, celle d'un État souverain, libre de choisir son destin politique. 63 ans plus tard, le 19 décembre 2018, dans le nord-est du pays, la colère éclate pour une raison en apparence simple. Le prix du pain qui explose, mais très vite, la protestation fait tomber le régime d'Omar el-Béchir après 30 ans de pouvoir. Puis vient le 19 décembre 2021. Ce jour encore, à Khartoum, les manifestants réinvestissent les rues jusqu'à occuper le palais présidentiel. Une insurrection, symbole d'un peuple qui refuse de renoncer à ses revendications démocratiques. Et à chaque fois, le 19 décembre vient comme un rappel obstiné que la stabilité politique au Soudan reste une promesse sans cesse repoussée. Et aujourd'hui encore, 19 décembre, cela s'inscrit dans un tout autre paysage, celui d'une guerre dévastatrice qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 10 millions de déplacés. Une guerre marquée par des violences extrêmes, des civils pris pour cible et une indifférence internationale presque assourdissante. Alors, on espère qu'un jour, le 19 décembre ne sera plus synonyme de révolte ou de deuil, mais enfin celui d'une paix durable et non d'une souffrance de plus sur le chemin qui y mène. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna, pour cette revue de presse très, très complète. Merci encore.